La réalisatrice, productrice et scénariste burkinabé Apolline Traoré a dit, et je la cite, « J'ai toujours pris le parti des femmes. Je ne veux pas faire un film où les hommes viennent piailler dans nos oreilles. » Fin de citation. Apolline Traoré est surtout reconnue pour ses films engagés en faveur des femmes. Notre invitée du jour est une comédienne, actrice, réalisatrice, technicienne audiovisuelle, camerawoman, tout simplement une femme pluridisciplinaire. Il s'agit de Madame Joséphine Mboup, aussi présidente du collectif des acteurs appelé CASAC. Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour, Madame Joséphine Mboup. Bonjour, Penda. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Plaisir partagé. Je vous laisse vous présenter plus amplement à nos internautes. Voilà, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Donc, comme vous l'avez si bien dit, je m'appelle Joséphine Mboup. Je suis une comédienne professionnelle sortie du conservatoire d'art dramatique, faisant partie de la 4e promotion. Et puis en 2004-2005, j'ai fréquenté le Forut Media Centre où je suis sortie comme technicienne de l'audiovisuel. J'ai fait mon stage à la RTS, à la caméra. Et puis après, j'ai commencé à travailler dans une boîte de production privée de feu Ousmane Masseck Ndiaye, où j'étais réalisatrice caméra woman. Et puis en 2011, j'ai été débauchée par le groupe Futur Média, où je suis, depuis 2011, j'ai occupé les fonctions de chef de division de la production du groupe Futur Média jusqu'en 2019. Et présentement, je suis la responsable de la production du site IGFM du groupe Futur Média. Et comme vous l'avez si bien dit aussi, présidente de l'association CASAC, qui est le collectif des acteurs et actrices sénégalais de l'audiovisuel et du cinéma. Mais d'où vous vient cette passion du cinéma? Quel a été le déclic? Pourquoi le cinéma? Alors moi, j'avais mon petit bonhomme de chemin. Je n'avais rien à voir avec le secteur culturel. Je n'ai jamais été dans une association. Mais quand même, je pense que c'est ma maman qui m'a observée, qui voyait que j'aimais bien lire à haute voix. Et c'est elle qui, à un moment donné, a travaillé avec Moussa Senapsa, qui, avant de devenir réalisateur, était le directeur de l'ACDI, qui était l'agence canadienne de développement. Et ma mère travaillait avec lui. C'est elle qui a parlé de moi. Et quand il est devenu plus tard réalisateur et metteur en scène, et il lui a demandé, fais-la venir au centre culturel où il était en train de répéter Rouba, une pièce qu'il avait amenée au Massa, qui est le marché des arts et du spectacle africain. Et c'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter le centre culturel français en 1992, où il répétait cette pièce. Et il y avait des comédiennes qui arrivaient en retard, qui disaient que voilà, elles étaient retenues par les cours. Et j'ai voulu en savoir un peu plus. Il y avait l'école, le conservatoire. Et je me suis dit, je vais m'inscrire et faire du théâtre. C'est en les regardant répéter que franchement, j'ai eu envie de le faire. Et c'est ma mère, franchement, qui m'a amenée là-bas. Mais j'ai toujours aimé regarder les films d'Arek Koch à l'époque aussi. Voilà, je suis née dans une famille aussi où on a regardé beaucoup de films occidentaux, notamment américains, français. Mais je ne m'étais jamais destinée à faire du cinéma. Je voulais plutôt faire médecine militaire parce que j'ai grandi autour de 3 garçons. Je suis la seule fille. J'ai toujours été préoccupée par des métiers d'hommes, disons. Donc, je voulais vraiment faire médecine militaire ou journalisme. Mais le cinéma, le domaine de la culture, j'étais aux antipodes. Vous venez de mentionner le conservatoire. Est-ce que vous pouvez revenir dans les années 90? Comment s'est produit votre intégration? Alors, il y avait un concours, parce que le conservatoire, je pense qu'il existe depuis soit juste après les indépendances, soit bien avant. Donc, l'école fonctionnait par période, parce qu'il y a eu plusieurs fois où l'école a été fermée. Du coup, ce qui fait que nous, quand on a intégré, on était une 4e promotion. Donc, il y avait un concours d'entrée. J'ai réussi au concours d'entrée. Et par promotion, on ne dépassait pas en général 10 candidats. Et c'est une formation sur 4 ans qui nous permet de revisiter le cinéma, pas seulement sénégalais, le cinéma mondial, parce que les cours étaient basés pour la plupart du temps, sur le programme français. Mais ils intégraient aussi dans ces cours, il y avait toujours des assistants techniques qui pouvaient venir de France, de Russie, de Belgique. Et nous, quand on est arrivé en 1993, nous étions encadrés quand même par M. Philippe Laurent, qui nous a eu pendant 4 ans, qui était un assistant technique belge, mais quand même qui a eu la possibilité de travailler avec nous, l'art dramatique, l'interprétation, l'histoire du cinéma, l'histoire du théâtre, le jeu d'acteur. Et les restes des cours, on l'a pris avec les autres professeurs qui sont
Il y en a qui sont décédés, Moustapha Diop, qui est décédé, Monsieur Amadou Ndiéguen aussi qui est décédé. Mais quand même, il y avait beaucoup de cours. Et certains cours aussi, on les prenait au Centre culturel français qui avait le dispositif d'une salle de cinéma. On va toujours rester au niveau du conservatoire. Il y avait une mythique troupe qu'on appelait Sept Cousses, n'est-ce pas? C'est ça? Alors, les Sept Cousses, ça a été formé à notre sortie. Ah, d'accord. Voilà. Donc, et est-ce que vous avez eu à collaborer avec Sept Cousses? En fait, moi, je suis membre fondatrice. C'est-à-dire, la classe, on était constitué de 8 élèves au départ. Il y avait Aminata Sophie Dieye, qui est feu Aminata Sophie Dieye, qui est décédée, qui faisait partie de ces 8. Elle a fait la première année, puis elle est partie vers l'écriture, le journalisme et d'autres choses. Et nous, on est restés. Il y avait 2 filles, 5 garçons. Quand on est sorti du conservatoire, nous avons formé maintenant, en 1997, la compagnie théâtrale Les Sept Cousses, avec comme metteur en scène M. Philippe Laurent, ce qui nous a permis aussi de... Cette compagnie nous a permis de faire la sous-région. Nous avons pratiquement fait tous les festivals d'Afrique francophone. Nous avons fait 2 années consécutives le marché des arts et du spectacle africain, qui nous a ouvert des portes sur l'Europe, parce que c'est ça qui nous a permis de tourner à Avignon, de monter des spectacles à Limoges, vraiment de tourner en Europe, en Allemagne, en Suisse, vraiment en Belgique. On a un peu tourné. Ça nous a permis aussi de travailler avec d'autres metteurs en scène sur d'autres créations. Donc la compagnie qui est née en 1997 quand même a apporter aussi du neuf dans le paysage théâtral sénégalais. Nous n'étions pas les seuls à ce moment-là, issus du conservatoire. Il y a eu auparavant, 1 an avant nous, les Gueule Tapée aussi, qui ont eu comme metteur en scène aussi Philippe Laurent. Et il y a eu une bonne dynamique les années 90 et début 2000, franchement, sur le plan théâtral. Avant de poursuivre, on va suivre un peu l'actualité du cinéma. D'accord. Voilà, et revenir sur le plateau. Mercredi 21 janvier 2026, lors du Conseil des ministres, le président de la République du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a fait une communication sur la protection des artistes et la valorisation de leur statut et des professionnels de la culture. Partant du rôle majeur que jouent les artistes et professionnels de la culture dans la vie nationale, le président de la République instruit la poursuite des efforts consentis en vue d'améliorer la sécurité sociale, la protection professionnelle et les conditions de travail et d'exercice des artistes. Le chef de l'État engage le gouvernement à veiller au respect scrupuleux des droits d'auteur et droits voisins avec l'application effective du système de rémunération pour copie privée et ainsi qu'à l'amélioration soutenue du statut de l'artiste et des professionnels de la culture, rappelant que la culture demeure une dimension essentielle de l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Le chef de l'État instruit le ministre chargé de la culture et le secrétaire d'État chargé de la culture, des industries créatives et du patrimoine historique de renforcer la qualité des formations à l'École nationale des arts et médias de la culture, moderniser des infrastructures culturelles et asseoir la déconcentralisation de l'action culturelle pour plus d'inclusion, veiller à la réalisation d'un agenda culturel national. Le président de la République a clos ce chapitre sur l'importance de la tenue des états généraux de la culture, de l'artisanat et du tourisme durant le premier semestre de l'année 2026. Justement, concernant le domaine du cinéma, il s'est tenu des 10 au 12 février 2026 à la place du Souvenir africain, un atelier d'orientation pour l'élaboration du plan stratégique de développement du cinéma, de l'audiovisuel et de la création numérique au Sénégal pour la période 2026-2030. L'atelier avait pour objectif de définir une feuille de route réaliste et inclusive pour faire du cinéma un levier de croissance, d'innovation et de rayonnement culturel pour les 5 prochaines années. Le régime actuel cherche à organiser le secteur cinématographique en l'orientant totalement avec son plan de développement horizon 2020 et 2050. Le 7e art, un levier économique mais aussi une industrie qui nécessite un investissement considérable dans un Sénégal qui traverse des moments difficiles. Eu égard à sa dette nationale, les politiques et les artistes ont donc un défi stratégique à relever. Ok, Madame Mboup, nous venons de voir cet élément où on parle du cinéma, de la culture. Vous, en tant qu'acteur culturel, quel est votre avis sur ce reportage?
Je trouve que c'est en parfaite adéquation avec ce qui s'est passé les 11, 12, 13 à la place du souvenir, qui était l'atelier de l'élaboration du plan stratégique du développement du cinéma, de l'audiovisuel, de la création numérique. Et je pense que nous sommes bien en phase avec ce Conseil des ministres présidé par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. J'en profite pour signaler que l'association CASAC aujourd'hui est membre du comité scientifique du cinéma sénégalais et que nous avons été à ces 3 jours d'atelier. Et effectivement, en écoutant le reportage, excusez-moi, on se rend compte qu'effectivement, en tout cas, toutes les préoccupations qui ont été mises à nu durant ces 3 jours sur lesquels nous avons travaillé et débattu sont en train d'être pris en compte, et nous ne demandons que cela, parce qu'il y a des questions latentes qui sont là depuis des décennies, à savoir l'histoire sur la copie privée, sur le statut de l'artiste. Droits d'auteur, tout ça. Exactement, les droits d'auteur, droits voisins, la convention collective, la formation, toutes les questions qui ont été évoquées lors de ce reportage ont fait l'objet de cet atelier où notre association a vraiment pris part et pleinement pris part dans toutes les thématiques qui ont été, sur lesquelles nous avons travaillé. Et notre objectif est de poursuivre, parce que ce qu'on a toujours reproché, en tout cas aux différents gouvernements qui se sont succédés, c'est le fait qu'il n'y ait pas une réelle politique culturelle au Sénégal. Et aujourd'hui, on voit qu'avec ce gouvernement-ci, ils sont en train de mettre en place les strates à travers cet atelier, et l'idée aussi d'aller vers les États généraux qui permettront de prendre à bras le corps ces défis, de régler tous ces problèmes pour permettre qu'il y ait une industrie réelle du cinéma sénégalais. Aujourd'hui, pourquoi on a mis en place l'association CASAC? C'est dans quel but? Alors, depuis que le cinéma existe au Sénégal, donc je veux dire, partant du premier film de Sembène Ousmane Borom Saret, donc 1963, les acteurs ont toujours été mis de côté. À chaque fois qu'il y a des rencontres sur le cinéma, c'est surtout les réalisateurs, producteurs, les techniciens. Parce que justement, les acteurs n'étaient pas réunis en collectif. Mais je pense que aussi, culturellement, on peut le dire, parce que ce n'est pas un métier que culturellement, on a beaucoup apprécié au départ. Du coup, il n'y avait pas beaucoup d'acteurs au Sénégal. Et après, il y a eu le conservatoire. Donc, en général, les comédiens et les acteurs provenaient du conservatoire ou du théâtre populaire. Mais ces dernières décennies, surtout 2015, il y a eu un boom sur les séries télévisuelles qui ont fait naître énormément d'acteurs. Et ces acteurs ont senti, effectivement, parce que souvent, ce n'est pas seulement des acteurs amateurs, c'est des acteurs professionnels, et puis qui viennent souvent aussi du milieu universitaire aussi, qui sont très souvent aussi des étudiants et autres, mais qui sont rentrés dans le métier et qui ont trouvé que le secteur n'était pas structuré et qu'ils étaient les laissés pour compte et qu'on était un maillon faible d'une chaîne de production. On n'était pas représentatifs. Nous sommes des individus. Il y a les têtes d'affiche qu'on reconnaît, mais nous n'étions pas forcément là pour la cause. On peut donner notre opinion sur nos conditions de travail, sur le cinéma en général, mais on n'était pas constitué en collectif. Et ce collectif est né le 12 mai 2024, justement mis en place par toutes ces nouvelles têtes d'affiche-là, ces jeunes acteurs qui sont arrivés dans le marché et qui ont voulu se constituer en collectif pour pouvoir prendre en compte les problématiques auxquelles ils sont confrontés quand ils sont sur les plateaux de tournage, que ce soit pour le cinéma, que ce soit pour les séries télévisuelles, et beaucoup plus pour les séries télévisuelles, parce que le cinéma existe donc depuis des décennies et des décennies, mais cette petite industrie autour des séries télévisuelles a commencé vraiment, je peux dire, avec l'avènement de Marodi. Et du coup, voilà, donc c'est cette envie, ce besoin de vouloir structurer, développer, se développer eux-mêmes, se former. Ils ont senti le besoin qu'ils doivent être formés. Ils ont compris qu'ils ont des droits qu'ils n'ont jamais reçus. On voit que les cachets sont dérisoires, les heures de travail, voilà, c'est impossible. Nous ne sommes régis par rien du tout. Et c'est cette envie-là qui a donné naissance à ce collectif. Et je pense que le collectif, lui, son combat, c'est d'opérer vraiment un changement. Vraiment, donc, en d'autres termes, défendre le droit de l'acteur. Défendre les droits des acteurs et
participer à la structuration et au développement du secteur. Et aussi, est-ce qu'on peut savoir comment vous pouvez dire que telle personne est acteur? Ou bien c'est lui-même qui vient vous voir, vous dire que je veux intégrer au niveau du collectif. Comment ça se fait? Alors, pour le collectif, il y a des fiches d'adhésion. Et nous avons demandé pour les fiches d'adhésion qu'il y ait au moins une vidéo qui nous permette d'identifier la personne comme acteur. Parce que de toutes les façons, les producteurs, on les connaisse. Donc, il suffit que la personne envoie sa vidéo pour qu'on puisse nous rendre compte que cette personne, elle est actrice ou acteur. Maintenant, le professionnel dans le secteur, vous savez, le cinéma et le théâtre sont deux genres différents. Ouais. Mais au Sénégal, enfin, je pense un peu partout dans le monde, il y a des comédiens qui sont acteurs, il y a des comédiens qui resteront comédiens toute leur vie, il y a des acteurs qui resteront acteurs toute leur vie. Le professionnalisme, il y a l'école qui le détermine d'abord dans tous les domaines. Que ce soit médical ou ailleurs, il faut des diplômes. Maintenant, il y a aussi des amateurs qui se professionnalisent plutôt. Il y a aussi, comme je disais tantôt, le cinéma n'a pas forcément d'avoir, quand je fais mon film, je ne cherche pas forcément un professionnel. Je cherche un personnage. Ce personnage peut être un vendeur de Gertetjaf qui n'a jamais, peut-être même regardé un film. Mais moi, c'est cette personne que j'avais écrit dans mon petit coin que je trouve. Donc, cette personne que je cherche, qui va tourner dans mon film, qui va être extraordinaire, n'est pas un professionnel. Mais il est rentré dans un métier. Et s'il reste dans le métier, il va se professionnaliser avec le temps. Donc, je veux dire, aujourd'hui, être un acteur formé professionnel, être un acteur qui n'a jamais été formé, la différence, c'est vrai que là, il y a la technique, parce que quand tu vas à l'école, dans tous les domaines, tu apprends la technique. Mais ici, il y a le talent. Il y a talent plus technique et il y a talent brut. Maintenant, à force de fréquenter les plateaux, de tourner dans des films, là, on se professionnalise. Voilà. Mais ce qu'on fait, nous, pour les identifier, c'est d'avoir la petite vidéo qui nous confirme que cette personne a déjà joué au cinéma ou dans les séries télévisuelles. Okay. Aujourd'hui, vous êtes au nombre de combien dans ce collectif? Plus de 650 et quelques membres. Wow. Et le Sénégal compte beaucoup d'acteurs parce que durant le Covid, j'avais participé à un atelier sur le développement justement du théâtre sénégalais et il avait été répertorié 6 000 acteurs. Donc on a autant d'acteurs comme ça? 6 000 acteurs et comédiens confondus. Parce que le cinéma, le théâtre, les séries, c'est pas seulement dans Dakar, c'est dans tout le Sénégal. Oh, d'accord. Déjà, ce grand nom fait comprendre l'importance de la formation aussi dans le secteur. Il y a quelques années de cela, vous avez collaboré avec un réalisateur malien, je crois. Cheikh Oumar Sissoko. Voilà, exactement. Est-ce que vous pouvez revenir, c'était sur quel type de projet? Alors ça, je crois que c'était dans les années début 2000, oui, début 2000, oui. Parce que c'était durant les grandes campagnes sur le sida. Enfin, je crois qu'on ne doit même plus dire le sida, hein, parce que sur le VIH. Le VIH. Donc, le Sénégal a joué un grand rôle sur le plan même mondial. Hein. Je pense que le Sénégal a été félicité parce que le Sénégal avait pris à bras le corps cette maladie, cette pandémie. Et musulmans, chrétiens, animistes, tout le monde avait donné voilà, tout le monde avait pris à bras le corps cette histoire pour sensibiliser. Et c'était dans ce cadre-là qu'il y a eu des scénarios du Sahel où plusieurs réalisateurs africains ont contribué. Et moi, j'ai eu la chance de travailler avec Cheikh Oumar Sissoko du Mali sur 2 ou 3 séries où c'était tout le temps écrit par des jeunes Africains. Le scénario, le réalisateur, voilà, c'était des productions où on mixait les pays. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai eu à travailler une belle expérience avec Cheikh Oumar Sissoko du Mali sur 3 ou 4 films. Et j'ai eu la chance aussi de doubler au moins 15 films qui provenaient d'Afrique. Wow. Ouais. Et est-ce que, voilà, donc on peut dire que cela vous a permis de vous ouvrir en fait à l'international, c'est ça? Bon, je pense que je dirais plutôt le premier film, peut-être, parce que mon premier film, c'était La Collégienne, oui, que j'ai joué en 1995, oui. qui est La Collégienne, c'est l'œuvre de Marouba Fall, qui a été réalisée par la RTS avec Boubacar Ba.
Et ça, c'était ma première apparition devant le petit écran. Oui. Mais le grand écran, c'est avec Moussa Touré en, TGV. en 1997, tout juste à notre sortie. Après mon premier court-métrage, quand même, mon premier film cinématographique est un film de court-métrage avec Moussa Thiam, qui est le fils de Feu Moumar Thiam, qui avait fait réaliser Baxi Yamba. Oui, Baxi Yamba. Et tout de suite après, j'ai enchaîné sur TGV de Moussa Touré. Je pense que c'est le film qui m'a peut-être, je suppose, plus propulsé sur le plan international. Oui, parce que ça a remporté beaucoup de prix. Oui, donc effectivement, voilà. effectivement, c'était mon premier long métrage. Donc je pense que c'est le film qui m'a plus propulsé sur le plan extérieur, disons. Donc aujourd'hui, si on vous dit TGV, quelle est la première image qui vous vient en esprit? TGV. TGV, je dirais Kédougou. TGV m'a fait aimer découvrir d'abord cette zone du Sénégal que je ne connaissais pas. Je connaissais, comme tout Sénégalais, avec l'école primaire, quand on apprenait la race Nama, c'était dans cette zone, les animaux de petite taille. Mais quand je suis allée à Kédougou, j'ai découvert un autre Sénégal et j'ai énormément aimé ce tournage parce que aussi j'ai eu cette occasion de tourner avec des grands acteurs, notamment Feu, comment elle s'appelait encore, et la grande actrice de théâtre national, Issa Niang. Issa Niang, oui. Et aussi Omar Seck, aussi, ils ont tous disparu. Hein. Il y en avait beaucoup, beaucoup d'acteurs. Il y avait aussi Joséphine Zambo, je crois. Joséphine Zambo, qui est toujours avec nous, à qui nous souhaitons une très longue vie. Abou Kamara. Ils étaient pléthores dans ce film. Et j'ai eu cette chance, mon premier long métrage, de me frotter à ces grands acteurs du cinéma sénégalais. Et aussi, il y avait Bernard Giraudot, avec lequel j'ai joué, Philippine Leroy-Beaulieu, que j'ai revu dans une série qui passe sur Netflix. Donc, je crois que c'était une belle expérience. Et c'était un tournage très difficile parce qu'on tournait durant la saison des pluies, dans des endroits où il fallait couper, il fallait trouver des routes, parce qu'il n'existait pas des routes. Et j'ai découvert cette zone extraordinaire du Sénégal où j'ai monté chez les montagnes, j'ai gravi les montagnes pour aller chez les Bassari, aller chez les Bédiques. Donc vraiment, c'est un tournage qui est une grande expérience pour moi. C'était hors de Dakar, parce que tous mes autres films, je les ai faits à Dakar, mais là, ça sortait carrément de Dakar. Je pense que ça, Moussa Touré l'a réussi quand même. Et ça a duré le tournage des mois, des semaines? Pardon. On a fait 1 mois à Kédougou. 1 mois. Je crois qu'on a fait 1 mois ferme en pleine saison des pluies. Et c'était extraordinaire. Récemment, il y a quelques années, on vous revoit au niveau du petit écran, à travers les séries. Donc, il y a eu, je pense que je vous ai une fois vu dans Maîtresse d'un homme marié. Oui, quelques apparitions. Saison 3. Voilà. Après, il y a eu, il y a 2.0 et récemment, Mère et mensonge. Mais on va revenir sur Yaï 2.0 avec votre personnage de la maman de Dibor et d'Abib. Voilà, une femme forte, hein, un peu compliquée, mais bon. Mais c'est normal. On dit l'amour africain. Donc, nous, les femmes africaines, on a notre façon à chérir nos enfants. Exact. Donc, revenez un peu sur votre personnage sur Yaï 2.0. En général, tous les personnages que je choisis d'interpréter, que ce soit au théâtre, au cinéma ou dans les séries télévisuelles, je les aime d'abord. Parce que, il faut que le scénario me parle pour que je puisse accepter de travailler dans la production. C'était une maman, comme vous l'avez dit, africaine, avec nos façons d'aimer nos enfants, mais on prend beaucoup de part dans la vie de nos enfants. C'est un personnage très difficile au départ pour moi, parce que les premières indications, c'est une femme sénégalaise, tu vois, c'est une femme sénégalaise. Mais nous, les femmes sénégalaises, justement, quand on te demande d'interpréter un personnage comme ça, nous, on est multiples, les femmes sénégalaises, parce que aussi, on n'est pas nés tous ensemble. On a des cultures à l'intérieur de notre pays, des différences de culture, d'éducation, qui font que moi, je n'étais pas cette femme que j'ai interprétée. J'ai eu du mal à vraiment pénétrer le personnage parce que je n'arrivais pas... Lorsqu'on a fait la petite vidéo pour les teasers, j'étais encore Joséphine, je n'étais pas encore cette femme. Et j'ai pris le temps d'aller regarder, prendre mon temps, voir les femmes, comment elles s'expriment, comment elles se comportent. Pourtant, je suis sénégalaise, mais je n'étais pas ce personnage. Ce personnage, je l'ai construit. Et après, je me suis sentie bien dedans. Et j'ai pu lui donner corps et vie. Et c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé parce qu'elle a une grande ascendance dans sa famille.
Et voilà, j'avais beaucoup de... Comment dirais-je? Je l'ai beaucoup aimé en tout cas. C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Et aussi parce que Yaye 2.0, bon, ça a fait boom. Il n'y avait pas que Yaye 2.0, il y avait une autre série aussi, comme Salma. Mais Yaye 2.0 a participé à un festival. Je crois que c'est, comment dire, Sotigui ou bien c'est Fespaco. Fespaco, voilà. Je crois que c'est Fespaco. Sotigui, ouais, oui, c'est ça. Donc, voilà, donc cela veut dire que le contenu est là. Donc, voilà, la création est là. Oui. Donc, aujourd'hui, on peut dire que le cinéma sénégalais évolue. Voilà, évolue côté scénario, côté contenu, forme et fond. Comment vous le vivez en fait? Là, tu as bien raison, parce qu'effectivement, il y a 2.0, au-delà du personnage, c'était le thème abordé. Exactement. Parce que moi, ce que je dis très souvent, nous avons un problème dans notre cinéma. On en a débattu lors de ces journées d'atelier. Il y a un problème d'écriture. Moi, quelque part, des fois, je me dis, les nouveaux réalisateurs, durant leur enfance, ont vu beaucoup de telenovelas. Et j'ai le sentiment que leur cerveau est tapissé de telenovelas. Parce que quand on regarde les séries sénégalaises, si tu enlèves les logos, tu as l'impression que tu es dans la même boîte de production. Exactement. Parce que tout est tourné de la même manière. C'est le salon et toujours ces plans larges. Après, on est sur les découpes et à la séquence suivante. C'est les salons, la chambre à coucher, le bureau dans la voiture. La vie sénégalaise, on ne la retrouve pas dans nos séries télévisuelles. Elle est absente. Ce matin, bizarrement, j'étais là en train de voir une série turque par hasard. Je le vois depuis une semaine, cette série. Je suis en train de la suivre depuis une semaine. À travers la série, je connais la Turquie. Parce que c'est pas seulement entre... les séquences ne se passent pas dans les chambres et tout ça. Non, ils sortent, ils te montrent la ville. Je disais à ma mère, ces gens-là, ils boivent énormément de thé. Mais nous, on a notre attaya. Où est notre attaya dans nos séries sénégalaises? On ne voit pas notre attaya. Moi, l'écriture a un problème. L'image qu'on renvoie, nous devons renvoyer l'image d'une culture. Nous envoyons une image d'une société où les gens s'invectivent beaucoup, où les mamans sont des sorcières, où les jeunes femmes, bon, c'est des filles de mauvaises mœurs en général, où les jeunes hommes, bon, ils ont des rôles, les plus grands rôles, et les mamans, elles sont là pour être des mamans aussi. Ouais. Il y a un problème sur l'écriture, et on n'imagine pas combien nous sommes en train d'exporter, pour moi, une fausse image de la culture sénégalaise. C'est pourquoi la formation, elle est importante dans notre secteur. Il faut former, pour moi, toute la chaîne de production. Il faut former les réalisateurs, les caméramans, les techniciens, les acteurs. Parce que c'est un tout qui devient une œuvre. Ce n'est pas le film des acteurs, ni des techniciens, ni des producteurs, ni des réalisateurs. C'est un tout. Maintenant, ce tout-là, pour moi, ils doivent être formés à nouveau. Il faut qu'on forme les gens pour qu'on les forme aussi à l'écriture, qu'ils puissent, à travers leur cinéma, renvoyer une culture qui fait que si les gens courent vers Cannes, mais c'est parce que Cannes a su faire de sorte qu'il y ait un rayonnement de son cinéma sur le plan mondial. Si le rêve américain a impacté dans le monde, c'est à travers son cinéma qu'ils ont véhiculé leur rêve américain. Il faut que nous autres Sénégalais, nous soyons conscients de tous nos potentiels, de toute notre histoire, et qu'on revoie ce que nous sommes en train de montrer, ne serait-ce que montrer la réalité. Le attaya, tu ne le vois jamais. Les tchouraïs, les petites choses qui font le Sénégal, notre fierté, nous, du début à la fin de la série, ou bien de l'épisode, même le montage, je regarde les montages, c'est cut. Il n'y a pas de vie. On sort d'une séquence, paf, on est dans l'autre. Paf, on est dans l'autre. Quand il y a des plans de transition, toutes les séries te montrent les mêmes plans de Dakar. Il y a problème. Sénégal, c'est immense. Pourquoi on se focalise sur Dakar? Et pourquoi nos histoires, on les raconte de cette manière? Pour moi, il y a un problème d'appropriation de la culture du pays dans lequel tu es. Et que tu le comprennes, c'est important. Et que tu parles de ton histoire. Un réalisateur, en général, c'est quelqu'un qui raconte son histoire à travers le monde qui l'entoure.
quand tu regardes, quand j'étais au niveau de la production de la télévision de TFM, quand les premières séries sont arrivées, certains venaient me dire, ouais, demain, ils disent, pilote, bon, on visionner, on voudrait travailler en coproduction avec TFM, je regarde. Je dis, moi, je trouve que ce que je vois est déconnecté de toi. C'est quoi tes aspirations? Moi, je veux voilà, faire des séries, d'un tchalis, dem quoi, xotti, dem bitim rew. Mais lolo, c'est un problème, donc de film. Il y a un problème, non, de film. Cette difficulté à te réaliser dans ton propre pays, faisant un film. Tu vas devenir réalisateur dans ton propre pays, rester dans ton propre pays, avoir des fonds dans ton propre pays. Pourquoi tu vas raconter une histoire imagée là que tu as vue dans d'autres séries là? Il faut systématiquement qu'on se retrouve dans le cocon familial. Moi, je trouve que les séries sénégalaises ont du mal à sortir du cocon Papa Yaïdom. Ouais. Comme Ben Don Foye. Papa Yaïdom, toute la série tourne autour de Papa Yaïdom. Avec Wudjibi. En fait, comment je vois qu'il faut il y a toujours un polygame, voilà, il y a toujours un polygame. Oui, c'est-à-dire le rôle principal en général, c'est un homme, rarement les femmes. Voilà. Et cet homme-là, il lui faut une femme. La femme, elle est dans la maison, elle sans lui, il lui faut une coépouse, une belle fille. Comme ça, après, les gens, sur le plan international, ils doivent dire vraiment la Sénégalaise, c'est une femme, mais beaucoup sénégalaise. De mon attaque, parce qu'il doit m'aider. Tu vois? Donc, je dis, il faut qu'ils sortent de cette histoire. Le cinéma, c'est faire... c'est imagination. Et aussi l'appropriation de ta culture. Ça, nous avons tellement de choses à raconter, de très belles choses. Regardez nos auteurs africains. Regardez les réalisateurs sénégalais du cinéma. C'est sur les séries télévisuelles qu'il faut creuser. Ouais. Parce que pour moi, les porteurs de ces... Pour moi, comment je l'analyse? Je dis, ceux qui ont mis en place ces boîtes de production ne sont pas des artistes. C'est des gens qui ont misé dans un secteur qui a été porteur. Alors, ils ne sont pas des gens du secteur, donc eux, ce sont des faiseurs de sous. Et surtout de sous pour eux. Parce que toute la strate qui suit a beaucoup de difficultés. Et donc la base, c'est la formation. Non, je veux dire, la base... c'est les acteurs, les techniciens, nous sommes des employés. Nous ne sommes pas bien rémunérés. Pourtant, les séries marchent. Les producteurs s'en sortent. Il faut que toute la chaîne s'en sorte. Mais c'était juste pour dire que aussi, ceux qui le portent n'étant pas des artistes, ils n'ont pas ce regard artistique pour pouvoir dire « Ah, c'est bien, ah, c'est pas bien, ah, j'aimerais sur le plan artistique. » Ils ne prennent pas en compte des choses, des détails, la scénographie, la mise en scène. Voilà, tout ce côté artistique, ce volet artistique, là, ils ne peuvent pas le prendre en compte parce qu'ils le méconnaissent. Eux, c'est une industrie économique. Donc, le côté artistique n'est pas encore là. Bien vrai que les jeunes essaient, je les vois, puisque je les fréquente. Je n'ai jamais fait de série avant. J'ai commencé, je pense, en 2021. Je vois qu'ils s'améliorent, qu'ils en veulent. Mais pour moi, il faut renforcer ce côté formation. Il faut qu'ils comprennent que le cinéma, les séries télévisuelles, c'est de l'artistique d'abord. Et c'est une industrie vraiment florissante, économiquement parlant. Mais aussi, quand on vend nous sommes dans l'art. Dans le domaine de l'art, on vend des chefs-d'œuvre. On vend de l'art et il faut ce côté artistique. Il faut que nos séries le reflètent. Parce que je fais bien le distinguo entre le cinéma et les séries télévisuelles. Oui. Et aussi, parfois, on voit beaucoup d'acteurs qui disent que le cinéma ne paye pas, ne nourrit pas son homme. À chaque fois, je ne sais pas, je me dis, bon, ni moom dañuy soob rek quoi, dañuy nax quoi. Mais est-ce que c'est la réalité? C'est la réalité. Mais comment ça se fait en fait? Ben justement, déjà, comme je viens de te dire, ceux qui l'ont mis en place, en tout cas, quand je parle aujourd'hui des séries télévisuelles, ceux qui ont mis les séries télévisuelles, ils ont misé dans un secteur pour faire des sous. Oui. Maintenant, c'est cette distribution qui n'est pas encore équitable. Parce que les acteurs, c'est la face de l'iceberg, c'est ce que l'on voit. Ces acteurs-là sont les moins rémunérés et les techniciens. Or, c'est nous qui faisons le beau jour de ces œuvres-là. S'il n'y a pas d'acteurs, il n'y a pas de cinéma. Tu vas faire des documentaires, mais tu ne feras jamais de fiction. La fiction, c'est les acteurs. Mais pourquoi dans le monde entier, enfin, dans les pays cinématographiques, mais les acteurs, c'est à coups de milliards que tu vas aller chercher.
Ici, ça me permet de parler de ce qu'on appelle la convention collective, qui est un accord de partenariat qui n'a jamais existé au Sénégal. Enfin, il existe, hein, parce que je pense que durant ces ateliers, on nous a dit qu'il y avait une convention qui date des années 60. Mais cette convention collective que nous, l'association, nous appelons vivement, c'est un partenariat qui va nous permettre de nous asseoir à la table avec les producteurs, les techniciens, et nous, les acteurs, parce que nous sommes des artistes, mais nous sommes aussi des employés et nous avons des droits qui nous permettraient de revoir les cachets. Nous demandons qu'il y ait un barème. C'est-à-dire qu'au Sénégal, un acteur ne peut plus être payé en dessous de ceci, eu égard au rôle qu'on distribue. Qu'on puisse parler des heures de travail, on nous fait travailler à des heures incroyables. Il y a tout travailleur, c'est 8 heures, je crois, au Sénégal. Et qu'il y ait aussi des contrats en bonne et due forme, qui prennent tout en compte, qu'il y ait aussi des bulletins de ça. C'est un secteur... L'atelier, en tout cas, nous a permis de dire les problèmes auxquels on est confronté dans ce secteur. Moi, je pense qu'une fois que cette convention collective prendra forme et qu'il y aura ce statut de l'artiste, toutes ces choses-là vont changer fondamentalement les conditions de vie des artistes qui pourront aujourd'hui, après, se retrouver avec des salaires qu'ils méritent. Parce que c'est nous qu'on voit, mais c'est nous les moins rétribués. Et puisque c'est un secteur qui n'est pas structuré, donc ceux qui aujourd'hui détiennent vraiment le secteur, c'est-à-dire les producteurs, surtout sur la partie audiovisuelle, il n'y a rien qui les contraint. Ils font comme ils le peuvent. Tu veux, tu prends. Tu veux pas, on va prendre un autre. Tu demandes trop cher, on va prendre un autre. Quitte à prendre que des amateurs. Parce que eux, voilà, c'est eux qui régulent leur propre système. Ouais. Et c'est un monopole qui n'est pas bon. Le monopole, c'est pas bon. Quand il y a une ou deux personnes qui gèrent tout, il faut plus de producteurs, il faut structurer le secteur. Oui, raison pour laquelle à chaque production, on a de nouvelles têtes. Exactement. On a du ça, moi-même, il y a plein d'acteurs qui me disent ouais, telle boîte de production ne m'appelle plus parce qu'ils disent qu'on demande trop cher. Mais maintenant, ils vont créer des pléthores d'acteurs. Après, on te prend une fois, deux fois, après, on te laisse tomber. C'est pas bon. Mais tout ceci, parce que le secteur n'est pas structuré. Et nous croyons fermement à ces ateliers qui ont eu lieu pour que vraiment l'État puisse prendre à bras le corps le problème et trouver des solutions idoines. Ok, je rappelle tout simplement à nos chers internautes qu'on est en compagnie de Madame Joséphine Mboup. Voilà, Madame Mboup, on peut parler des festivals. Voilà, donc en tant qu'actrice, on aimerait vous voir ici au Sénégal quand même, dans les festivals ici au Sénégal. Mais malheureusement, on en a peu. Par exemple, quand je vous dis FESPACO, on passe au Burkina Faso. Absolument. Quand on dit Écran Noir, on passe au Cameroun. Ou bien Calap Ivoire, on passe à la Côte d'Ivoire. Mais ici au Sénégal, on n'a pas cette identité qui nous est propre. On n'a pas ce festival qui nous dit, bon, au début, il y avait les Teranga Movies Awards, mais bon, voilà, c'est en dents de scie. C'est quoi le problème avec nous pour les festivals? Bon, moi, je dirais que tout est lié. Hein. Tu sais, on parle d'industrie culturelle et créative, d'industrie du cinéma, mais tout est lié. Quand la base n'existe pas ou n'a pas encore été mise en place, c'est très difficile d'asseoir des événements de cette dimension. Parce que le statut de l'artiste, les droits d'auteur, droits voisins, conventions collectives, toutes ces choses-là, les lois qui n'ont pas été sur la copie privée, par exemple, le décret d'application qu'on attend toujours, l'effectivité, tu vois, toutes ces choses-là, sur la législation, les plans, ces choses-là font que quand tu veux construire sur rien du tout, ça ne tient pas debout. Il y avait les Récidac, je crois, au Sénégal. Oui, il y avait Teranga Movie Award. J'en profite pour dire que Fatou Jupiter, qui en est l'initiatrice et la présidente, elle est en train de remettre ça vraiment à flot et que je pense que cette année 2026, nous allons revoir aussi ce grand festival. Donc, ces festivals-là, pour les asseoir, il faut que toute cette législation, toutes ces questions juridiques soient bien mises en place pour que ces festivals puissent avoir une base solide. Et comme vous l'avez dit aussi, il faut que les festivals qui se passent au Sénégal soient inscrits dans l'agenda mondial pour permettre à des gens de pouvoir venir. Parce que le cinéma, c'est une industrie économique, comme j'avais dit tantôt avec Cannes. Quand il y a le festival de Cannes, c'est énormément d'argent qui rentre en France dans tous les secteurs. Tous les secteurs sont touchés, que ce soit l'hôtellerie, que ce soit les restaurants, la restauration, le transport, tout est touché. Tout est touché. Tous les secteurs sont touchés parce que les gens viennent en masse, dépenser en masse, et ça crée une économie incroyable.
Voilà. Et je pense que le Sénégal en a bien besoin. Moi, je pense que aussi les différents gouvernements qui se sont succédés peut-être n'avaient pas bien pris en compte ces aspects. Et que souvent aussi, le ministre de la Culture, c'est des gens de l'appareil politique qui sont nommés à la tête de ces ministères. Ils n'ont pas aussi le temps de rester 1 an, 2 ans qu'ils ont conjugué le verbe sauter. Donc, tous les dossiers qui concernent le secteur sont... Voilà, chaque gouvernement qui vient a son plan stratégique. Exactement. Et tu perds les élections. L'autre qui vient, il a son plan stratégique. Oui. Donc, on ne s'en sort pas. Oui, parce que le précédent ministre de la Culture, M. Alusso, avait son projet. Absolument. Moi-même, j'ai fait partie de l'élaboration du plan stratégique du développement du terre sénégalais. Voilà, exactement. Ils sont partis. Voilà. Le plan, là, il va disparaître. Et ils vont émettre chaque fois de nouveaux plans. On espère, puisqu'ils viennent d'arriver. Ils ont jusqu'en 2030. Donc, pour moi, en tout cas, je trouve qu'ils ont les bons délais pour mettre en place ce plan stratégique de développement du cinéma sénégalais, franchement. Franchement. J'ai une petite surprise pour vous. Oui. C'est ma petite boîte à questions. Donc, dans cette petite boîte, il y a me disais depuis tout à l'heure à quoi ça sert. Ah, voilà, c'est ça. Et il y a 5 bouts de papier. Donc, il y en a 5. Donc, chaque bout de papier comporte une question. Voilà. Ne vous en faites pas, il n'y a pas de... Il n'y a pas de serpent. Voilà, exactement, c'est ça. donc, la boîte est là. Vous pouvez l'ouvrir et vous en piochez. Voilà. Changement climatique. Oui. Voilà, changement climatique. Aujourd'hui, on est tous concernés. Hein, parce que, par exemple, quand on dit Dakar, presqu'île du Cap-Vert, et malheureusement, on dit que ça tend à disparaître. Donc, c'est quoi le souci avec le changement climatique, surtout ici à Dakar? À Dakar, oui. Ben, comme vous l'avez dit, c'est mondial. Bon, à Dakar, moi, mon grand frère qui nous a quittés il y a bientôt 2 ans, effectivement, m'avait dit ça, que Dakar est une presqu'île, mais avec les effets de changement climatique, Dakar aura tendance à devenir une île avant, effectivement, probablement, de se retrouver sous les eaux. On espère que ça n'arrivera jamais. Mais je pense que aussi, c'est un problème qu'il faut prendre à bras le corps. Parce que, surtout sur le littoral, on voit les effets, les maisons, les villages qui disparaissent. Et moi, je suis Saint-Louisienne aussi, je vois vraiment les effets à Saint-Louis. Donc, moi, je pense que c'est un problème qu'il faut prendre à bras le corps. Et sinon, bon, ça peut apporter des dégâts qu'on ne peut pas, voilà, qu'on aura du mal à, peut-être, comment dirais-je, des dégâts qu'on aura du mal à... Ben, je perds les mots. À gérer, voilà. Des dégâts qu'on aura du mal à gérer. Voilà. Et par exemple, ce qui est impressionnant dans les séries, on montre parfois des drones. Et quand on montre la ville de Dakar, on voit net pas qu'il y a manque d'arbres. Il n'y a pas de verre, il n'y a pas assez de verre, en fait. C'est comme si, en fait, tout a été coupé. Ça, je suis d'accord. Hein? Donc, ce qui, en fait, pour plus les réseaux côtiers, donc nous, en tant que riverains à Dakar, on en souffre. Effectivement. Voilà. Moi, je pense qu'aussi, c'est des actions gouvernementales. Parce que quand il s'agit de ce genre de transformation, comme les effets du changement climatique, ce n'est pas des individus qui peuvent trouver des solutions, mais c'est des grandes politiques et que les politiques prennent en compte ceci, comme vous venez de dire, avec, comment dirais-je, on construit au Sénégal sans prendre en compte le fait que les bouffées l'oxygène sont produits aussi par les arbres autour de nous. Et aussi, on coupe tout. Dakar n'a qu'un poumon, je pense que c'est le parc zoologique de Hann. Sinon, tout est bétonné. Et ça, c'est pas bon aussi pour les grandes villes. Et surtout aussi les nouvelles infrastructures qui vont prendre forme, de prendre en compte ces aspects, de construire en pensant qu'il faut des poumons verts, parce que c'est important aussi pour notre propre développement dans ces nouvelles villes, dans ces nouvelles sociétés. Voilà. Prochaine question. Coumba Gawlo Seck. Oui, Coumba Gawlo Seck. Est-ce que vous l'écoutez en tant qu'artiste?
Oui, parce que je pense qu'on est de la même génération. Hein, et puis elle a apporté un souffle nouveau, une dynamique nouvelle à la musique sénégalaise dans les années 90. Parce que les chanteuses étaient surtout les chanteuses du Théâtre national d'Agnès Sorano qu'on connaissait, qui étaient des dames assez âgées. Et Coumba Gawlo Seck, quand il est arrivé, enfin surtout que c'est ma génération, tout de suite on avait une référence. Une artiste qu'on pouvait écouter, qui portait les mêmes habits que nous, qui s'habillait en jean. Voilà, donc on était dans la même mouvance et je pense que c'est une diva, comme on a l'habitude d'appeler, africaine, mondiale, qui a apporté un souffle à la musique sénégalaise et qui s'est tout de suite démarquée aussi, parce que c'était la musique moderne. Ouais. Et aussi, je pense qu'elle a apporté sa pierre à l'édifice. Elle a travaillé sur des thèmes qui nous interpellaient, qui interpellaient beaucoup la femme. Je pense qu'elle s'est beaucoup investie dans la musique sénégalaise. Et elle a aussi donné le courage et la voix à toute cette génération qui a suivi après elle, parce que je pense qu'elle fait de sa génération partie des précurseurs de sa génération dans la musique moderne. Et quel est, parmi ces multiples sons, celui qui vous le marque? Alors, il y a la chanson qu'elle avait faite quand elle chantait les femmes. J'ai beaucoup aimé cette chanson, mais elle a chanté beaucoup de chansons. Hein. On a aimé toutes ses chansons, notamment la première, je pense que c'était Seytané. Oui. Oui, on a beaucoup aimé. Voilà. Et aussi, bon, est-ce qu'on peut... Et il y a quelques années, vous avez fait une interview où vous avez mentionné Coumba Gawlo Seck comme étant celle qui allait être l'actrice principale de la collégienne. Est-ce que vous confirmez cela? Oui. Quand j'ai fait le casting à la RTS, parce que c'est un ami qui était au conservatoire, Paco, que je salue au passage, qui a parlé de nous. Je dis nous parce qu'il y avait Diarietou Keita qui a joué Magoum Souba et moi-même. Et donc, quand on est allé faire ce casting, tout de suite, on a pris Magoum Souba, mais on m'avait dit qu'en fait, ils étaient pour parler avec Coumba Gawlo Seck. Donc, effectivement, c'était vrai. Et après quelques jours, ils m'ont appelé pour me dire que j'allais jouer le personnage de Oulimata Thiam. Mais effectivement, parce que je pense qu'il y a 1 ou 2 ans de différence entre nous deux. Ouais. Et je pense que c'est ce qui était prévu à l'époque où on a fait le film. Voilà, on poursuit. Bon. Ça, c'est une longue... Votre grand conseiller, Oui. avant de prendre une décision, est-ce que moi, j'ai un conseiller? Non, je ne suis pas habituée, même si je vis... Enfin, j'ai ma maman que je consulte sur beaucoup de choses, mais en particulier que je dois prendre une décision, que j'aille demander conseil. C'est très rare. C'est pas dans mes habitudes. Mais c'est vrai que je parlemente avec tout le monde. Hein. Autour de ma famille, j'ai mes oncles, mes tatas et tout ça. Je discute avec beaucoup, je pose beaucoup de questions. Peut-être qu'après, je fais une synthèse hein, de tous ces échanges. Mais que j'ai une personne particulière que je consulte avant de prendre une décision, non. Non, il n'y en a pas. Non, Voilà. Donc, on continue. Journée de la femme, 8 mars. Oui, oui, bientôt le 8 mars. Vous, en tant que présidente voilà, du collectif Kassak, du collectif des acteurs, le Kassak, est-ce que vous avez prévu quelque chose pour les actrices? Bon, on est en train de voir, parce que ce mois de mars tombe avec le Ramadan. Oui. On est en train de voir effectivement comment aller vers un événement pour pouvoir nous aussi à notre tour surtout parler de nos problèmes des femmes dans le secteur. Parce que comme je le disais tantôt, il y a un problème sur l'écriture, mais il y a d'autres problèmes aussi qu'il faut prendre en compte. Parce que aussi, très souvent, ce que je remarque chez les femmes en général, surtout les jeunes, des fois, elles apparaissent dans 2 ou 3 productions. Après, c'est très difficile des fois pour les familles, pour les parents, parce que voilà, on descend à des heures indues. Et surtout quand tu n'es pas... par exemple, nous, on sait que c'est notre métier, mais il y en a d'autres, ils sont tombés dedans comme un cheveu dans la soupe. Et au bout d'un moment, c'est très difficile aussi pour la famille d'accepter cette nouvelle situation. Donc, il y a beaucoup de problèmes sur lesquels on aimerait revenir. Et on est en train de voir effectivement
la possibilité de pouvoir le faire durant ce mois, dont une bonne partie quand même est consacrée au Ramadan. Et vous, en tant que réalisatrice, avez-vous un projet qui fait honneur à la femme? Absolument. Je suis en train de travailler sur un documentaire que je voudrais démarrer, Inch'Allah, à la fin du tournage de Mère et Mensonge, qui s'intitule 50 ans et après, point d'interrogation, qui est un film documentaire qui veut revenir sur l'évolution de la femme dans tout ce qu'elle est, dans toutes les dimensions, et dans ces périodes charnières de sa vie, depuis la puberté, les premières règles, le mariage, la nuit nuptiale, l'enfantement, et on s'achemine vers ce qu'on appelle la ménopause, qui sont des sujets tabous. Des fois, même en tant que femme, on n'en discute pas. C'est des choses qui nous arrivent aussi des fois sans qu'on ait été formés au préalable, éduqués, disons, pour ne pas dire formés, parce qu'il y a des rôles aussi dévolus à la femme que la femme moderne a plus tendance à véhiculer. Parce qu'elle-même, certainement, elle n'a plus reçu cette éducation. Et ce qui m'intéresse dans ce documentaire, c'est de faire le tour du Sénégal, de voir les approches des différentes femmes, des différentes cultures par rapport à tous ces sujets, et qui sont des problèmes qui nous, comment dirais-je, qu'on traverse et qui impactent nos vies de femmes, qui impactent nos vies de maman, qui impactent nos vies d'épouses, parce que nous, les femmes, nous avons toutes ces casquettes. Nous sommes des filles, nous sommes des femmes, nous sommes des mamans et nous sommes des épouses. Et ce sont des questions que très souvent, nous-mêmes, on a du mal même à comprendre qui suis-je dans cette histoire. C'est quoi ma part de cette épouse-là, ma part de cette maman-là, et ma part de moi-même. Et ce sont des choses, des fois aussi, le petit cercle familial, si toi-même tu as du mal, le mari, il a du mal, il comprendra pas beaucoup de choses. Les enfants ne se posent pas des questions, mais ils sont là aussi. Et tu as tous ces aspects à gérer. Et aujourd'hui, les femmes que nous sommes, on fait 1000 choses à la fois, et on est toutes ces femmes-là, et on parle beaucoup de charge mentale, et on se dépense sans compter. Et arrive 50 ans, notre société nous met au frigo. Comme si nous, en tant que femmes, on est allé à la retraite. Le corps, l'esprit, le corps, tout est allé à la retraite. Vraiment, c'est les périodes où les hommes aussi choisissent d'aller épouser une seconde. Déjà, toi-même, physiquement, tu as fondamentalement changé, parce que toi, tu as apporté ton corps, ton sang, ton énergie, ta vie, pour construire cette famille, pour la bâtir, pour créer des humains comme toi dans cette maison. Et l'autre, quand toi, tu arrives à ce stade où tu te poses 10 000 questions, et il y en a même qui n'ont jamais le temps de se poser des questions, ben lui, qui n'a pas traversé ça de cette même manière, il amène comme si on t'amène ton miroir quand tu étais jeune. Et il y a tellement, pour moi, c'est des questions fondamentales, pour moi, qu'il faut documenter, et essayer de comprendre toutes ces étapes qui nous traversent et qui nous laissent des traces. Et c'est pourquoi d'ailleurs je l'ai intitulé 50 ans et après, avec point d'interrogation, comme qui dirait aussi, et après, on n'est pas fini, on est là. On est encore là. Donc, et certes, dans la culture aussi, une femme qui a 50 ans, très souvent, pour les hommes, c'est une femme sexuellement qui n'a plus d'intérêt. Or, la majeure partie des femmes sentent leur féminité et leur sexualité à cette période parce que justement, elles ne sont plus dans l'enfantement. Elles sont plus attentives. Et très souvent aussi, c'est une période où on s'aime davantage plutôt quand on était jeune. Parce que quand on était jeune, on se forme, on grandit. Et quand arrive la maternité, le corps, il est utilisé dans tous les sens du terme, on ne se reconnaît plus. Et après qu'on a fini, le corps se reconstitue. Et là, on se trouve une féminité, Voilà, et là, c'est des périodes très souvent que les hommes ne partagent pas avec leurs épouses, parce que c'est des moments où ils se désintéressent. Et c'est des problèmes très souvent aussi liés à la communication. On ne se parle plus, tu vois. Et notre société aussi, il y a un poids qui fait que
ça crée des femmes malheureuses, ça crée des femmes hystériques qui ne supportent pas grand-chose, mais personne n'a le temps de les écouter, de les comprendre, voilà. Et c'est toutes ces choses-là, vivant dans mon propre pays, écoutant les gens, faisant partie de la masse, qui m'a donné envie d'aller vers ce documentaire. Parce que je suis très attirée aussi par les documentaires. Ouais, c'est bien ça. Ok, le dernier. Ah, ça reste encore. Oui, ça reste. Nagina. Nagina dans de tous vos personnages, ah bon? celui-là est mon préféré. Hein? Ah oui? Je ne sais pas pourquoi. En fait, que ce soit dans Yaya 2.0, Mère et Mensonge, ou aussi dans Impact, parce que vous étiez dans Impact, vous êtes toujours cette mère de famille, voilà, responsable qui protège son enfant. Même si en prise aussi, vous le faites. Mais c'est la prison en tant que, voilà, l'habillement, tout a changé. En fait, c'est magnifique. Oui, c'est un personnage aussi que j'ai beaucoup aimé parce que justement, moi, j'ai l'habitude de dire « maman n'est pas mon rôle ». J'ai tendance maintenant à vouloir refuser toutes les propositions où on me dit c'est une maman. Mais dans Emprise, c'est une maman différente aussi parce que c'est une femme qui s'est retrouvée en tôle pendant 20 ans sans même comprendre et qui a perdu la trace de son enfant et qui n'avait qu'une quête, c'était de sortir et de retrouver cet enfant. Et 20 ans dans une prison, ça marque l'individu. Et après, elle s'est endurcie. J'aimais bien ce personnage parce que justement, c'est une femme, mais qui n'était pas une femme toujours apprêtée et tout. Mais c'est une femme qui a vécu dans une prison où elle s'est forgé un caractère aussi pour pouvoir rester 20 ans dans cette prison-là. Donc, ça m'a permis, moi aussi, ce que j'aime en tout cas dans mon métier, c'est l'offre. Qu'on nous offre des personnages différents, qu'on ne nous donne pas les mêmes rôles. Moi, je les refuse. Je commence à refuser les mêmes rôles parce que en tant qu'actrice, je n'y trouve pas d'intérêt. Et ce n'est pas jouissif. Tu as du plaisir à jouer. Dans tout ce qu'on fait, on a du plaisir à le faire. J'ai du plaisir à aimer un personnage et à le jouer en me donnant beaucoup. Parce que aussi, la différence, par exemple, comme Emprise, Nagina est extrêmement différente de Joséphine. Donc, ça me donne la possibilité d'y aller à fond. Mère et Mensonge, le personnage que je suis en train de jouer, Diamandikou, c'est pas Joséphine du tout. D'ailleurs, quand on me dit, eh ouais, Diamandikou, yow ni nga mel, ma dit, ne jama man bu ma ci boole man xaw ma kooku def ni donc les personnages, quand on arrive bien à les camper et qui sont différents de ce qu'on avait fait, nous, ça nous donne plus de possibilités en tant qu'acteurs, vraiment d'y aller à fond. Mais quand on nous donne des personnages qui se ressemblent, c'est pas jouissif, tu ne sais même plus quoi apporter et tes personnages se ressemblent. Et moi, je déteste ça. Et quand je vois qu'on me fait des propositions où je sens que ça ressemble, je laisse tomber parce que vraiment, en tant qu'actrice, d'ailleurs, sur le plan de la compétition, d'ailleurs, c'est ça qui fait qu'on peut être sélectionné parce qu'on apporte quelque chose de différent. Exactement. Voilà. Exactement. Il faut qu'ils comprennent que aussi, j'en profite pour dire, et c'est en rapport avec le film documentaire dont j'étais en train de parler tantôt, c'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai un certain âge que je suis une femme que je dois être une maman. D'où le problème de l'écriture. Ils n'arrivent pas à se départir de moment. Dans toutes les séries, on nous fout... Il faut qu'ils laissent partir leur imaginaire, qu'ils écrivent des scénarios qui ne sont pas dans cette histoire de petite cellule familiale, Papa Yaido. Il faut qu'ils sortent de Papa, qu'ils rêvent, qu'ils nous racontent l'histoire du rail, qui s'inspire d'Aline Sitoé Diatta, révolutionnaire, qui est morte au Mali, qui s'inspire de beaucoup d'autres choses. Le Sénégal dans lequel nous vivons là actuellement, là, avec tous les problèmes, mais on fait des films là-dessus. On peut parler de Mère et Mensonge. Donc moi, j'aimerais savoir, Diama a quel souci avec Amélie? En tout cas, je ne vais faire que ce que vous avez vu. Je ne veux pas extrapoler. De ce qu'on a vu pour l'instant, Gaïna, non, mais Amélie, vous ne savez, mais je pense qu'il y a une préférence entre Aminata. Non, je pense qu'Amélie n'était pas prévue au programme, suivant le plan de Diamandikou, je pense. Parce que le plan de Diamandikou, c'était Aminata, que son fils puisse épouser Aminata.
Mais Amélie a été maligne, elle a pris la place de sa copine et bon, pour des raisons économiques aussi, il voulait coûte que coûte intégrer la famille Diagne. Et jusqu'à là où on en est, en tout cas, c'est parce qu'elle a contrecarré mes plans qu'elle s'est retrouvée chez moi et que j'estime, enfin, Diamandikou estime que c'est une fille qui vient de milieu, voilà, de basse classe, là, et qu'elle n'a rien à faire chez nous. Et du coup, voilà, elle ne la supporte pas. Et le fait qu'elle ne parvenait pas à avoir d'enfants, elle l'a utilisé pour, je ne sais pas moi, pour vraiment l'exhorter à débarrasser le plancher. Et malheureusement, elle a en face d'elle un mari, Saliou Diagne, lui, qui dit rien et qui ne voit pas d'inconvénient à ce qu'Amélie soit là et son fils aussi, voilà. Donc, du coup, voilà, elle est toute seule à vociférer et sur la présence d'Amélie qu'elle ne supporte pas. Et d'ailleurs, j'adore votre mari dans la série, Monsieur Kader. Diagne. Oui, Kader, voilà, que j'apprécie énormément, voilà. Dans toutes les séries d'ailleurs. Et nous avons fait la même formation et nous avons été les membres des fondateurs des Setkous. Machallah. C'était Kader, Abdoulaye Diakhaté, Maman Diarra Thioune, Ngagne Sarr et Moustapha Diop et Diarietou Keïta. Wow. C'est nous qui avons formé avec notre metteur en scène les Setkous. Oui, ça se sent, machallah. Si je vous dis café ou bien thé, café ou la ataya? J'adore les deux, mais je dirais café puisque je le prends le matin. Café. Ouais. Ok. Ouais. Donc vous êtes accro au café, non? Pas accro, mais c'est vrai que quand il y a beaucoup de boulot, très souvent j'en bois beaucoup, mais de moins en moins quand même. Ok. Myriam Makeba ou Oumou Sangaré? J'aime les deux. C'est les grandes divas de la musique bon, africaine. Elle a un grand courant. J'aime les deux. Donc, je les adore parce que j'aime pas avoir de problème, donc j'aime les deux. Voilà. Voilà, Myriam Makeba, c'est une pionnière et puis c'est une chanteuse qui n'a pas chanté justement pour chanter, mais c'était par rapport aux droits civiques en Afrique du Sud. Donc, c'est une pionnière dans son œuvre. Oumou Sangaré, c'est sa voix aussi. C'est la grande chanteuse malienne qui a aussi propulsé la musique moderne malienne. Donc, je les adore toutes les deux. Ok. Voilà, c'est mieux. Film ou série? Donc, ne me dites pas que vous dites les deux. Hein? Cinéma. Voilà, exactement. Donc, le film. Là, c'est mieux. Donc, Nagina ou Diamacoune? Là, j'aurais du mal parce que Diamandikou n'est pas encore fini. Moi, je dirais Nagina. Oui, moi aussi, je dis Nagina. C'était une autre dimension. Voilà, exactement. Donc, il y a, je dirais aussi, le dernier, Diana Gaye ou Moussa Touré. Moussa Touré. Voilà, c'était le dernier. Merci beaucoup, Madame Joséphine Mboup. Ce fut un plaisir. Pareillement. Votre dernier mot? Bon, à l'endroit des acteurs, alors. Exactement. Les encourage à comment dire, donner corps et vie à cette association. Lorsqu'on a fait l'atelier avec la SODAV sur les droits d'auteur, sur tout ce qui était les questions juridiques, Ngoni Ndour avait dit, qui est actuellement la PCA, de la SODAV, quelque chose d'intéressant. Une seule personne ne peut rien faire, mais cette union, ce collectif, le CASAC, peut faire beaucoup. Donc, j'exhorte l'ensemble des acteurs sénégalais à ce qu'ils viennent et qu'on tienne à bras le corps notre association, notre collectif, parce que c'est grâce à cette association, grâce à ce collectif que nous pourrons changer les choses. Et je pense que nous avons fait un grand pas aujourd'hui, c'est d'arriver à faire de sorte que nous nous sommes retrouvés dans le collectif, dans le comité scientifique du Sénégalais. Et c'était notre combat, que quand les choses se décident, que nous, les acteurs, nous soyons à la table de décision et que tout ce qui se fait pour nous ne peut pas se faire sans nous, que tout ce qui se fait pour nous se fait avec nous. Machallah, machallah. Voilà, chers internautes, on était en compagnie de Madame Joséphine Mboup. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Nous remercions l'équipe technique. Voilà, et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, sur Sénégal TV.